Frein numéro 3 sur pourquoi est-ce que ta douleur pourrait ne pas progresser même si tu fais tes exercices. On va parler des hormones aujourd'hui. Sujet qui est très tendance en 2026. Donc, l'influence des hormones sur les douleurs. Est-ce que les hormones peuvent réellement faire en sorte qu'on ressent plus ou moins les douleurs? Je réponds à cette question-là avec beaucoup de recherches sur la science. Fait qu'on va avoir une réponse claire aujourd'hui sur ce sujet-là. Ça peut être super important d'écouter ça, même si on n'est pas rendu à 50-60 ans. OK? Premièrement, ce qu'il faut comprendre dans le corps, le rôle de l'estrogène. L'estrogène, c'est une hormone qui aide à réguler les cytokines inflammatoires. IL-1, IL-6. Fait que dans le fond, tout ça pour dire que ça peut aider à réguler l'inflammation. Et ça supporte l'intégrité du cartilage et des os. Et plusieurs autres tissus d'ailleurs. Puis une petite parenthèse que je vais ouvrir ici, c'est nous, à l'école, on avait appris les facteurs de risque pour développer une capsulite à l'épaule. Fait que s'il y en a qui écoutent ça, qui ont une capsulite à l'épaule, on parlait des facteurs de risque. Et ce qu'on nous disait, c'est il y avait évidemment l'âge, il y avait le sexe. Donc, si la personne est une femme, elle va avoir plus de chances de développer une capsulite à l'épaule. Et il va avoir des facteurs de risque comme par rapport aux habitudes de vie, entre autres le diabète. Puis c'est drôle parce que je me suis posé la question récemment, puis je me suis dit pourquoi les femmes, et l'âge étant de 40 ans et plus, fait que aussitôt que je me suis posé la question, on dirait que je me suis répondu moi-même, je me suis dit ça peut pas être autre chose que les hormones, puis pourquoi pas les hommes? Puis pourquoi passer 40 ans? Fait que j'ai commencé à chercher là-dessus, puis la recherche est mince, fait que je suis pas en train d'établir une conclusion du tout, mais il semble que l'hypothèse actuelle pourrait être que euh, en périménopause ou en ménopause, les femmes, justement, à cause du rôle de l'estrogène sur la qualité et l'intégrité des tissus et sur l'inflammation, ben, ça pourrait être un des facteurs qui fait que les femmes, passées un certain âge, sont plus à risque de développer des capsulites. Les hommes peuvent en développer aussi, mais en termes de risque, les femmes passées 40 ans sont plus à risque. Donc, parenthèse intéressante pour ceux qui pourraient avoir une capsulite à l'épaule. Puis, commençons ici chez la femme, puis on va établir un peu le rôle de l'estrogène chez la femme. Pourquoi est-ce qu'une femme pourrait manquer d'estrogène? Ben, je pense que la raison la plus évidente, c'est la ménopause et la périménopause. Et contrairement à ce qui court dans le jargon habituel, c'est pas parce que tu as 35 ans que tu es sans risque pour ça. Il y a des femmes qui vont commencer à avoir la périménopause très jeune. Puis la périménopause, c'est un processus, hein? C'est pas du jour au lendemain, tu claques des doigts puis tu es là-dedans. C'est plus les années avancent, plus tes hormones descendent jusqu'à ce que tu n'en produises plus du tout. C'est individuel à chacun. Fait que des fois, il y en a qui vont voir le médecin, puis à 38, 40, puis le médecin dit ben non, on ne testera pas ça, tu es trop jeune. Aucun rapport. C'est une question de probabilité. Puis oui, sûrement que c'est plus probable que ce soit le cas quand tu es rendu à 40-50 ans, évidemment. Mais c'est pas parce que tu n'es pas rendu à 60 ans, là, puis que le médecin dit non, tu es trop jeune parce que tu as 35-40, c'est pas nécessairement vrai. Ça peut valoir la peine d'investiguer. Bon, ici, je vais l'aborder, là, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. L'utilisation d'inhibiteurs de l'aromatase. Fait que ça, c'est un médicament qui empêche le corps de produire de l'estrogène. Puis ça va être utilisé dans les cas de cancer du sein. Bon, se faire enlever les ovaires, évidemment, c'est le lieu de production de plusieurs hormones, dont l'estrogène. Fait que ne plus en avoir, ça te fait tomber en ménopause. Puis le stress, hein? Ça, on n'y pense pas souvent. Évidemment, il y a le cycle menstruel qui va faire fluctuer les niveaux, là, mais ici, je parle vraiment de déficit en estrogène. Qu'est-ce que les recherches démontrent? En gros, deux quand même, j'ai trouvé les deux plus grosses études. Là. Ici, on parle d'une méta-analyse qui combine 16 études, un échantillon de quasiment 6000 femmes. Puis en fait, 71% dans cette étude-là, des femmes en péri ou en ménopause ont plus de douleurs musculo-squelettiques. L'autre étude, ici, bon, on a un plus petit échantillon, quand même 609 femmes. Fait que ici, ce qu'on montre, c'est 56% qui sont en péri ou en ménopause ont des douleurs musculo-squelettiques.
Fait qu'on parle, entre autres, là, douleur au niveau du cou, dos et genoux. Les femmes plus avancées dans le processus avaient plus de facteurs de mauvaise santé. Fait que là, ça vient biaiser un peu l'équation aussi. Si tu es en mauvaise santé, il y a peut-être d'autres choses qui causent la douleur. Mais définitivement, il y a une corrélation ici. Plus les femmes ont des marqueurs qui démontrent qu'ils sont en mauvaise santé, comme l'embonpoint, le stress, bon, ben, ils ont plus de douleur aussi. Fait que ça devient très difficile là, de faire une corrélation, une causation directe, de dire les hormones, c'est le problème. Il faut regarder l'ensemble de l'individu. Puis souvent, quand on vieillit, oui, les hormones descendent, mais la santé descend aussi si on se fie à la majorité du monde, pas tout le monde, là. On va parler maintenant de la testostérone chez la femme. Fait que, pourquoi une femme pourrait manquer de testostérone? Encore une fois, ménopause, périménopause, la médication, fait qu'ici, on ne parle pas d'inhibiteurs de l'aromatase, mais les contraceptifs. Spironolactone, qui est pour la peau, ceux qui font de l'acné, c'est un médicament qu'on peut prescrire là, similaire à Accutane un peu, mais c'est une autre catégorie. Encore une fois, si tu te fais enlever les ovaires. La composition corporelle, fait que c'est sûr que si tu fais de l'embonpoint ou si tu es en déficit calorique sévère, ceux qui font des prep, des bodybuilders, ceux qui font de la compétition ou tout simplement ceux qui veulent faire des photoshoots, ça peut affecter grandement les niveaux hormonaux, ce qui revient aussi à dire le stress. Ce que les recherches démontrent chez la femme, l'impact des niveaux de testostérone sur la douleur. Niveau plus élevé de testostérone chez la femme égale diminution des risques de douleurs chroniques aux genoux, diminution des risques d'arthrose aux genoux sur radiographie. Un gros échantillon quand même. Fait que là, on parle de diminution des risques, OK? Encore une fois, ce n'est pas une causation directe, mais ce qu'on remarque, c'est que les femmes qui ont des plus hauts taux de testostérone vont avoir moins de risques de douleurs chroniques aux genoux. Puis même chose quand on le regarde sur une radiographie. Et inversement, des femmes qui ont un niveau plus faible de testostérone vont être plus à risque d'avoir des douleurs musculo-squelettiques. Encore une fois, surtout dos, hanches, genoux, les mains. Puis ça, ici, ce qui est intéressant, c'est l'échantillon est énorme, 9717 femmes de 45 ans et plus. Et ce qu'on a observé ici, là, la conclusion que les niveaux de testostérone plus faibles sont en corrélation avec des douleurs musculo-squelettiques, ben ça, ici, ils ont ajusté avec l'âge, l'indice de masse corporelle. Bon, c'est pas le meilleur marqueur de santé, mais d'autres choses qui correspondent à leur hygiène de vie. Fait qu'ici, la corrélation est un petit peu plus établie là, entre la testostérone et les douleurs, puisqu'on prend en compte les autres facteurs qui pourraient être responsables des douleurs dans l'étude. Fait en résumé, chez la femme, c'est pas parce qu'il y a une corrélation que c'est la cause. Les faibles niveaux de testo vont être en corrélation avec certains types de douleurs, mais ce qu'ils ont aussi démontré, c'est, en tout cas pour l'instant, la science va indiquer que supplémenter en testostérone n'est pas nécessairement une façon de procéder pour diminuer les douleurs. Ce qui veut dire qu'ils ont probablement testé chez les femmes qui sont déficientes en testostérone et qui ont de la douleur, de corriger le problème et que les douleurs étaient encore là. Mais on en reparlera à la fin de ça. Maintenant, chez l'homme, parce que l'homme aussi a de l'estrogène, puis c'est une hormone autant importante chez l'homme. Qu'est-ce qui pourrait causer des niveaux insuffisants d'estrogène? Ben, des niveaux de testostérone qui sont faibles parce que oui, l'homme produit son estrogène à partir de la testostérone. Fait que si tu n'as pas assez de testostérone à convertir en estrogène, ben ça se peut que tu aies des niveaux faibles. Encore une fois, l'utilisation d'inhibiteurs de l'aromatase, comme je parlais chez la femme qui peut utiliser ça en cas de cancer du sein. Ici, les inhibiteurs de l'aromatase chez l'homme vont être utilisés beaucoup dans le dopage, dans les bodybuilders qui vont utiliser des stéroïdes parce qu'ils vont augmenter drastiquement leur niveau de testostérone en se supplémentant, en s'injectant de la testostérone. Et comme j'ai dit, on convertit la testostérone en estrogène. Donc, si on a des très hauts taux de testostérone parce qu'on s'en injecte, ben, on va convertir une bonne partie de ça en estrogène et ça peut causer des effets secondaires. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des inhibiteurs de l'aromatase pour réduire les niveaux d'estrogène. Aujourd'hui, la TRT, la thérapie de remplacement de testostérone, de plus en plus populaire en 2026 chez l'homme. Bon, par exemple, si à même faible dose, l'homme
la personne a tendance à trop produire d'estrogène, puis ça, c'est individuel à chacun. Le spécialiste pourrait prescrire un inhibiteur de l'aromatase pour venir équilibrer tout ça, mais là, si on n'est pas dans la bonne dose et on en prend trop, ça peut faire descendre l'estrogène trop bas. Puis, bon, dans des conditions particulières, fait, comme j'ai dit, si on fait monter les niveaux de testostérone de façon exagérée, comme quand on utilise des produits dopants, ça peut créer ce qu'on appelle la gynécomastie, fait que ça fait grossir les mamelons. Cancer du sein, c'est très rare chez l'homme, mais c'est possible. On peut prescrire encore une fois ces médicaments-là. Fait que tout ça, c'est des raisons possibles de pourquoi un homme pourrait ne pas avoir assez d'estrogène. Maintenant, qu'est-ce que la recherche démontre? Est-ce que la diminution d'estrogène a un impact chez l'homme sur les douleurs? Il n'y a pas beaucoup d'études, mais il y en a une ici, puis ce que ça démontre, c'est qu'il y a effectivement une possibilité de réduction de masse osseuse à long terme. Fait qu'ici, ils prenaient des hommes qui utilisent un inhibiteur de l'aromatase, qui est le médicament pour empêcher le corps de produire de l'estrogène. Fait que ces hommes-là, pendant un an, ont utilisé ce médicament-là. Et il y a seulement 69 hommes dans l'étude. Ce n'est pas un gros échantillon. La conclusion a été que la masse osseuse au niveau de la colonne a diminué. Puis ici, c'est quand même important d'en parler. C'est seulement des évidences d'anecdotes, OK? C'est pas de la science, mais c'est très, très connu dans le monde du bodybuilding. Les hommes qui, comme j'ai dit, se supplémentent en testostérone vont prendre des inhibiteurs de l'aromatase pour éviter d'avoir trop d'estrogène. Et c'est très dur de doser tout ça ensemble. Puis ça arrive souvent qu'ils vont prendre trop d'inhibiteurs d'aromatase et crasher leur niveau d'estrogène. Demande à n'importe quel de ces hommes-là comment ils se sentent. D'un, aucune énergie, dépressif, mais aussi douleur articulaire. Ça sort tout le temps. Fait que ça, c'est expérimental. C'est pas une étude, mais c'est très connu. Les hommes qui crashent leur niveau d'estrogène par erreur en prenant trop de ce médicament-là, c'est très connu que ça rapporte des douleurs articulaires souvent, là. Puis, ben, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'études chez l'homme, on peut possiblement assumer que ce qui est présent chez la femme peut quand même être extrapolé chez l'homme. Ça reste une supposition. Maintenant, parlons de la testostérone chez l'homme. Les raisons possibles pourquoi un homme pourrait ne pas avoir assez de testostérone. L'obésité. Donc, plus on a de gras, plus on convertit notre testostérone en estrogène. Et là, ça peut créer un débalancement où on a de moins en moins de testostérone et de plus en plus d'estrogène. L'âge, évidemment, un peu comme la femme. L'homme, pour ce qui est de, on va appeler ça l'andropause, c'est pas aussi clair que la femme, là. Toute femme va en arriver à une ménopause, c'est pas le cas pour les hommes. Il y a une probabilité, oui, après 40 ans que les niveaux descendent, mais il y a des hommes qui sont top shape même à 60-70 ans, ça fait que c'est très individuel. Le stress, qui revient tout le temps, hein? Petit parallèle avec notre frein numéro 2. L'apnée du sommeil, vraiment, vraiment à ne pas négliger. Je vais en parler davantage peut-être dans le frein numéro 4. Et certaines déficiences en micronutriments, par exemple, certains minéraux, des vitamines, etc. Est-ce que la recherche démontre réellement un impact, le fait d'avoir des faibles niveaux de testostérone, est-ce que ça peut augmenter la douleur? Fait ici, ce qu'on voit, c'est une méta-analyse sur 31 études. C'est énorme. Et on prend ici des hommes en santé, ils ne sont pas déficients en testostérone. Ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'influence sur la douleur. Donc, la personne reste dans la normale, mais normale basse, normale haute. Il ne semble pas faire en sorte que si tu passes de normale basse ou normale à haut, que tu vas avoir moins de douleur. Par contre, chez les hommes qui sont déficients, fait qui sont sous la normale, il y a une étude ici sur quand même 4548 participants qui a démontré qu'il y a des risques d'augmentation d'arthrose. On parle de niveau inférieur à 300 nanogrammes par décilitre. Si j'avais un résumé à faire, c'est le même que chez la femme, OK? Il n'y a pas de causation directe, on parle de corrélation. Fait que c'est pas nécessairement aussi simple que tu es déficient en testostérone, tu vas avoir plus mal. Puis encore moins aussi simple que de dire tu es déficient en testostérone et tu as de la douleur. Si on monte tes niveaux de testostérone, tu n'auras plus de douleur. C'est loin d'être aussi simple que ça. Une autre hormone qui peut être pertinente pour ce qui est des niveaux de douleur, le cortisol, on l'entend souvent aussi. On en a un petit peu parlé dans le frein numéro 2.
Fait que le stress chronique peut augmenter les niveaux de cortisol dans le long terme, ce qui peut diminuer, de un, son action anti-inflammatoire, exactement ce que j'ai expliqué dans le frein 2, fait que je n'irai pas trop en détail là-dessus, mais aussi diminution de la tolérance à la douleur et diminution des hormones reproductives, hein? Fait qu'avoir le cortisol dans le tapis, le stress dans le tapis peut faire que la testostérone descend. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ben, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de consulter un spécialiste et je l'ai mis en majuscule, s'il vous plaît, parce que j'en entends tous les jours qui vont voir leur médecin de famille puis ça ne fonctionne pas. Je suis désolé. Il y en a sûrement des médecins de famille qui sont très open, qualifiés puis qui sont disponibles à t'écouter puis à faire les bons tests. Mais pour la majorité, j'en ai entendu des histoires puis je trouve ça très dommage parce que c'est pas tant compliqué à tester puis minimalement se former là-dedans, là, c'est pas tant compliqué non plus. Fait que malheureusement, moi, ce que je suggère, c'est vraiment de payer au privé, mais pas juste un médecin au privé. Pour les hommes, je vais suggérer un urologue. En passant, tout ce que je vous dis là, je vais le mettre dans le lien en bas, soit dans les commentaires du live, mais ce live-là est enregistré. Donc, si tu l'écoutes peut-être plus tard, il va être dans un cours et je vais mettre tous les liens en bas, soit celui que je recommande pour l'homme, qui est Dr Steinberg, qui est un urologue à Montréal. Super, pour vrai, super service. Beaucoup d'hommes font affaire avec lui, de ce que je connais. Tout le monde est très satisfait. Il connaît ça, ça va bien. Pour la femme, il en fait aussi. J'ai plus tendance à référer à Annie Mon Plaisir. Fait que ça aussi, je mettrai ses coordonnées. Clinique consultation AM Care. Donc, pour les femmes, peut-être plus aller vers elle. Elle connaît très bien ça aussi. Puis, juste en regardant dans les liens en bas, vous allez pouvoir regarder le site web, prendre rendez-vous si vous pensez que ce serait nécessaire. Fait qu'il n'y a pas bien d'autres choix, là. Si tu veux un portrait clair, il faut tester avec des prises de sang. Donc, ce que moi je suggère et qu'ils vont tester d'emblée chez Steinberg, ils vont tester au moins ces choses-là. Peut-être pas le DHEA. Il y a plusieurs hormones là, qu'ils ne vont pas nécessairement tester, mais au moins l'HFSH, l'estradiol qui est l'estrogène. Testostérone, ça prend la totale, mais aussi la biodisponible. Cortisol peut être très pertinent, ainsi de suite. Fait que si vous allez voir ces spécialistes-là, d'emblée, ils vont mettre les bonnes choses. Les médecins de famille, des fois, là, ils vont juste mettre la testostérone totale. L'estradiol chez l'homme, ils ne le testent même pas. Puis à l'inverse, chez la femme qui pourrait peut-être être en périménopause, ils testent rarement la testostérone. Ils adressent rarement ça. Ils vont prescrire juste progestérone ou estrogène ou les deux. Mais la testostérone a un rôle très essentiel chez la femme. Fait que bref, allez voir un spécialiste qui connaît ça, qui va tester les bonnes choses puis adresser tout l'ensemble. Le sommeil, je ne vais pas en parler plus parce que je vais faire le frein numéro 4, en fait, va être sur le sommeil, avec son impact sur la douleur, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Fait que regarde le frein 4 si tu sens que le sommeil serait un problème, mais comme j'ai dit, l'apnée du sommeil peut diminuer les niveaux hormonaux et un mauvais sommeil peut définitivement augmenter la perception de la douleur. Fait que je vais adresser ça dans le frein numéro 4. Le stress, on en a parlé dans le frein numéro 2. Fait que là, je refais des suggestions. Le ashwagandha, qui est un des seuls suppléments, là, il y en a d'autres, mais pour vrai, en termes d'efficacité, c'en est un qui va vraiment avoir été prouvé pour diminuer les niveaux de cortisol. Le basilic sacré, bon, un peu moins scientifiquement prouvé, mais moi, je le mets en tisane. Ça goûte bon. C'est pour vrai, le soir, je me bois souvent une tisane de basilic sacré. Ça relaxe. Passiflore valériane, ça relaxe sur un moyen temps. Fait que moi, pour vrai, je prends ça le lendemain matin, je me réveille encore un peu knock-out, mais je prends un café, ça passe, puis je dors vraiment bien avec ça, là. Fait que la passiflore peut quand même être utilisée dans la journée, là, si t'es pas trop sensible. Valériane, là, dans la journée, pas sûr. La théanine qui peut être utilisée jour et soir, que j'ai parlé dans le frein numéro 2. Fait que tu peux aller voir la capsule sur le frein numéro 2 si tu veux en savoir plus. Puis méditation, psychothérapie, bref, tout ce qui adresse finalement des efforts. Hein? Fait qu'on est tous portés à vouloir des pilules, des suppléments, mais pour vrai, il n'y a rien qui va battre de trouver la solution en soi. Puis la méditation, ben, on n'en parlera jamais assez. On ne prend jamais le temps de s'asseoir, puis de penser à rien, puis de relaxer, puis de pas essayer d'améliorer le moment présent, puis de chercher une solution à l'extérieur.
Fait que moi, j'invite tout le monde à ça et j'en parle dans le frein numéro 2 et je donne des outils, des applications aussi. Puis faire de l'exercice. Fait que si tu es dans le programme en ce moment, les chances sont minces que tu ne fais pas d'exercice du tout. Je veux dire, mon programme en soi, c'est un programme d'exercice, mais ici, je parle aussi d'entraînement, là. Fait que ça arrive des fois que c'est une minorité, mais j'ai des clients qui ne s'entraînent pas ou qui vont finir par s'entraîner à la fin de mon programme. Mais l'exercice aide à augmenter la masse musculaire et la masse osseuse. On s'entend, plus tu as de masse musculaire et de masse osseuse, moins tu es à risque de douleur. C'est pas trop compliqué. Plus de masse osseuse, tu tombes à terre, tu peux te casser une hanche facilement. C'est la différence qui fait que tu peux te relever ou pas d'une chute, là. Diminuer la masse adipeuse, fait que c'est sûr qu'en fait de l'exercice, on a moins de gras. Moins on a de gras, surtout chez l'homme, ben moins on convertit notre testostérone en estrogène, donc plus on a de testostérone. Fait que c'est tout un cycle. Puis évidemment, ben, faire de l'exercice, ça aide à maintenir ou augmenter nos niveaux de mobilité. Là, surtout avec les exercices que je vous donne, particulièrement en phase 2 puis 3, ben, je veux dire, plus tu es capable de maîtriser une grande amplitude sans douleur, ben, moins tu es à risque de douleur. Fait que l'exercice, on ne pourra jamais mettre assez l'accent là-dessus. On le sait tout, c'est pas tout le monde qui le fait, mais pour vrai, c'est le pilier, là. C'est la base de tout. De là, pourquoi mon programme vise particulièrement les gens qui sont déjà actifs, sportifs ou qui s'entraînent, parce que avant que quelqu'un me paye et qu'il embarque dans mon programme, je ne dis pas que ça ne va pas l'aider, mais le pattern que j'ai vu les fois que j'ai travaillé avec des gens qui ne s'entraînent pas du tout est le suivant. On voit une légère amélioration avec la rehab, et là, tout d'un coup, leur pogne une bulle, ils me demandent on peut-tu faire un plan d'entraînement? Je leur donne ça, et là, la magie opère. Fait que ceux qui ne s'entraînent pas et qui font toute la rehab, ça peut aider, mais pour vrai, tu passes à côté d'un méchant bout de la solution. Puis c'est pas que la rehab est moins efficace ou quoi que ce soit. La rehab, c'est la cerise sur le sundae. Il faut qu'il y ait la crème glacée. Puis la crème glacée, c'est toutes les bases, les hormones, la nutrition, le sommeil, le stress mécanique, le stress mental. Tout ce qu'on adresse dans les freins, en fait, doit faire partie de la crème glacée. Puis la rehab, ça s'en vient être la cerise sur le sundae. Fait que c'est bon manger une cerise tout seul aussi, mais tu es loin d'avoir l'expérience du Sunday au complet. Fait que c'est pour ça que c'est important de tout combiner et de faire de la place à un et à l'autre. Et j'insiste avec l'un et l'autre parce qu'il y en a qui s'entraînent très fort et qui font aucune rehab, aucune mobilité, aucun automassage, pas d'étirement. Ils finissent aussi par avoir mal. Fait que c'est de trouver un juste milieu puis d'avoir de la place pour et la cerise et le Sunday dans sa vie. Puis finalement, ben, comme j'ai dit, une des solutions va être de venir régler tout ce qui concerne l'alimentation, fait que ce soit corriger les déficits en micronutriments, comme je disais, soit certains minéraux, certaines vitamines, manger assez de protéines, ça c'est vraiment un fléau dans notre société en ce moment, là. Personne, ben je dis personne, à part les gens conscients, tu sais, qui s'entraînent puis tout ça, pour vrai, monsieur, madame, tout le monde consomme très rarement assez de protéines. Fait que tout ça, je vais adresser ça dans le frein numéro 5 là, qui va parler justement de l'alimentation. Puis évidemment, l'hormonothérapie. Mais là, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'études qui démontrent que si on corrige les hormones de quelqu'un qui était déficient, ça va diminuer les douleurs. Il y a un mais par contre. Ces études-là, ils ne prennent pas bien en compte le niveau de fitness, d'entraînement, de nutrition, bref, les niveaux de santé de cette personne-là. Fait que là, pourquoi c'est important? Parce que, ben, si on regarde les recherches sur les femmes ménopausées, les douleurs sont multifactorielles. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que s'il y a une femme qui a déjà de la douleur pour une autre raison que les hormones et que ça coïncide qu'elle a un déficit en hormones, ça se peut qu'on corrige ses problèmes hormonaux puis ça ne corrige pas ses douleurs parce qu'ils ne sont pas dus à ça. Fait que c'est dur après ça là, de faire des recherches là-dessus puis de dire de façon très claire ah, ben on a donné l'estrogène, progestérone, cette femme-là en manquait, puis elle a encore des douleurs. Mais est-ce qu'elle a des douleurs parce qu'elle a les genoux complètement finis, parce qu'elle n'a jamais fait attention à sa santé puis qu'elle ne fait pas d'exercice? Est-ce qu'elle a des douleurs parce que peut-être elle dort pas bien, elle ne mange pas assez de protéines? Ou il y a tellement de facteurs que ça vient très dur là, de faire des études qui vont isoler exactement OK, cette personne-là, puis j'en ai nommé une tantôt qui prenne en compte ces variables-là. Mais tout ça pour dire, la conclusion ici, là, scientifique actuelle, c'est
Non, l'hormonothérapie n'est pas suggérée comme étant efficace pour diminuer les douleurs. Mais que ces études-là, qui démontrent que ce n'est pas une indication, ne prennent en majorité pas en compte ces facteurs de santé-là. OK? Fait que ma conclusion, c'est que la conclusion n'est pas nécessairement une conclusion. Fait-tu du sens, ça? Fait que les recherches sur celles qui ont des douleurs directement causées par une baisse d'estrogène démontrent une diminution de ces douleurs quand ils arrêtent. Fait que ça veut dire quoi? Les femmes, par exemple, qui ont le cancer du sein, qu'on donne des inhibiteurs de l'aromatase, puis qui ont plus de douleurs, quand ils arrêtent de prendre ces médicaments-là, que les niveaux d'estrogène se restabilisent, rapportent une diminution de la douleur. Encore une fois, c'est pas certain parce que est-ce que c'est des femmes qui ont le cancer du sein, par exemple, on donne le médicament, est-ce que ça se peut qu'ils prennent la chimio puis que ça augmente les douleurs puis la sécheresse articulaire? Et là, ils arrêtent parce qu'ils ont fini le cancer. Fait qu'ils ont guéri du cancer, ils arrêtent les inhibiteurs de l'aromatase, puis là, tout se met à aller mieux, le système revient en santé. Fait que la réponse n'est pas claire, c'est sûr et certain, mais c'est possible que ça aide si la douleur, on était capable de dire qu'elle est vraiment causée par une baisse d'estrogène ou de testostérone et non pas à cause des autres facteurs, ce qui va être très dur à affirmer. Fait que la douleur, c'est multifactoriel. C'est pour ça que je fais ces capsules-là en ce moment. Ma job, c'est supposé être traiter le côté mécanique. Sauf que je ferais mal ma job si on n'adressait pas tous ces facteurs possibles-là. Puis mon but, c'est de vous en faire prendre conscience. Puis non, je ne suis pas médecin, puis je ne vais pas faire des tests hormonaux, mais comme j'ai dit, je vais mettre les ressources. Ça fait des années là, que je baigne là-dedans, puis que je peux avoir des contacts pour certains trucs. Fait que ça me fait plaisir de partager ça avec vous autres si c'est quelque chose que vous voulez adresser. Parce que veux pas, je vois pas d'inconvénient à corriger des problèmes hormonaux, surtout s'ils ont des impacts sur d'autres facteurs de votre vie comme l'énergie. Fait que si vous êtes fatigué et tout ça, ça, c'est vraiment à adresser avec quelqu'un de spécialisé parce qu'il y en a qui vont prendre ça puis qui se sentent moins bien ou qui ont des effets secondaires au début, ils sont pas sûrs, j'arrête-tu, je continue. Bref, ce n'est pas mon travail. Je viens juste mettre la lumière là-dessus. Ça ne veut pas dire que corriger ces déficiences-là, il faut que tu t'attendes absolument à ce que ta douleur diminue, surtout si elle est causée par d'autres choses. Il faut favoriser une bonne santé physiologique, dont avoir des hormones en santé, mais dont tous les autres freins que j'adresse, les freins dans les capsules là, que je parle, tout ça, c'est des facteurs importants à adresser. Une bonne santé psychologique aussi et une bonne santé physique. Et pour mettre les chances de son bord, c'est pas juste faites vos exercices, c'est on commence à voir le big picture. Hein, le premier frein, on parle du stress mécanique, après ça, on parle du stress mental, et là, on adresse les hormones et on voit que les hormones sont affectées par le stress, on voit que le stress peut augmenter la douleur, puis là, on a tout un ensemble, puis c'est ça un humain. Quand quelqu'un dit c'est ça la cause de ta douleur, j'ai bien de la misère avec ça, parce qu'on ne pourra jamais affirmer ça avec certitude. Fait que ici, le but, c'est de vous rendre conscient des possibilités qui peuvent participer à augmenter vos douleurs, autres que ce qui est mécanique et ce qu'on adresse en rehab. Et je vous invite à regarder les ressources que je vais vous laisser juste en bas de la vidéo. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre à tout ça. Même si ce n'est pas mon travail, je peux vous guider sans nécessairement faire la job d'un spécialiste.